Les frères Karamazov, Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski. Traduction du russe par André Markovitz. Бог есть или нет? Голубчик мой. Quatrième partie, livre 11, chapitre 9. Le diable, le cauchemar d'Ivan Fyodorovitch. Я сатана, сумит нихиль хуманум аме алиенум путо. Как? Я сатана, и что человеческое мне не чуждо. Раньше мне слова в голову не приходили. Это не мои мысли. Je ne suis pas docteur, mais j'ai pourtant le sentiment qu'il arrive une minute où il m'est absolument indispensable d'expliquer au lecteur ne serait-ce qu'un petit peu de choses sur le caractère de la maladie d'Ivan Fyodorovitch. En prenant les devants, je ne dirais que cela. Il était à ce moment-là, ce soir-là, précisément à la veille de la fièvre chaude qui allait finir par s'emparer totalement d'un organisme ébranlé depuis longtemps, mais qui continuait obstinément de résister à la maladie. Sans rien connaître à la médecine, je risquerais d'émettre une supposition comme quoi, réellement, peut-être, par une tension terrible de sa volonté, il avait réussi à éloigner pour un temps sa maladie, rêvant, évidemment, de la surmonter tout à fait. Il savait qu'il n'allait pas bien, mais c'est avec dégoût qu'il se refusait à tomber malade à ce moment-là, dans ces minutes si fatales de sa vie, alors qu'il fallait faire face de toute sa capacité, exprimer une parole audacieuse et résolue et se justifier soi-même à ses propres yeux. Un jour, au demeurant, il s'était rendu chez le nouveau docteur qui arrivait de Pétersbourg, invité par Katerina Ivanovna, par suite d'une de ses fantaisies dont j'ai déjà parlé plus haut. Le docteur, après l'avoir ausculté et examiné, avait conclu qu'il avait même une espèce de dérangement au cerveau, et il ne fut nullement surpris d'entendre un certain aveu qu'Ivan Fyodorovitch lui avait fait, encore qu'avec dégoût. « Les hallucinations sont très possibles dans l'état où vous êtes, » avait conclu le docteur. « Quoiqu'il faille tout de même les vérifier, en général, il est indispensable de commencer par une cure sérieuse, sans perdre une minute, sans quoi ça ira mal. » Mais Ivan Fyodorovitch, en sortant de chez lui, n'avait pas suivi ce conseil de raison et avait dédaigné de se faire soigner. « Je marche quand même, j'ai encore des forces. Si je tombe, c'est autre chose, alors bon, qu'ils me soignent comme ils veulent, » avait-il conclu, abandonnant. Ainsi, restait-il assis à présent, en ayant presque conscience lui-même qu'il délirait, et comme je l'ai déjà dit, il regardait obstinément un certain objet sur le divan, au mur opposé. Il se trouvait que quelqu'un s'était installé là, quelqu'un dont Dieu seul sait comment il avait pu entrer, parce qu'il n'était pas dans la pièce au moment où Ivan Fyodorovitch, rentrant de chez Smirdiakov, lui, y était entré. C'était une espèce de monsieur, ou pour mieux dire, un gentleman russe d'un genre bien connu, d'un âge déjà mûr, qui frisait la cinquantaine comme disent les Français, avec des mèches quelque peu grisonnantes, dans une chevelure sombre, assez longue et encore assez fournie, et une barbe taillée en pointe. Il était vêtu d'une sorte de veston brun, sorti visiblement de chez le tailleur le plus chic, mais déjà usé, taillé il y avait plus ou moins 3 ans, et complètement passé de mode, au point que parmi les dandies riches, personne au monde ne se serait plus permis de porter un tel veston. Son linge, sa longue cravate en forme de foulard, tout se présentait comme chez les gentlemen plus ou moins chics, mais le linge, à y regarder de plus près, était un peu sale, et le large foulard un peu usé. Le pantalon à carreaux du visiteur faisait une impression des meilleures, mais là encore, il était trop clair et comme trop étroit, comme on n'en porte plus maintenant, de même que le chapeau mou de feutre clair, que le visiteur avait apporté et qui là, réellement, jurait avec la saison. Bref, il y avait un air d'honnêteté et de moyens très réduits. On pouvait croire que le gentleman appartenait à cette catégorie d'anciens propriétaires terriens oisifs qui prospéraient sous le servage. Il avait vu visiblement le monde et la meilleure société.
Il avait eu jadis des relations et les avait gardées, sans doute, jusqu'à présent, mais s'appauvrissant peu à peu suite à la joyeuse vie de sa jeunesse et à la suppression récente du servage, il avait dû être transformé en une sorte, pour ainsi dire, de pique-assiette du meilleur ton, errant de maison en maison chez ses anciens bons camarades, lesquels le recevaient pour son caractère avenant et facile, et aussi du fait qu'il était, quoi qu'on dise, un homme honnête, qu'il était même possible, devant n'importe qui, de faire asseoir à sa table, encore qu'évidemment à une place modeste. Les pique-assiettes de ce genre, ces gentlemen au caractère avenant, qui ont parfois l'art de la conversation, sont de parfaits compagnons aux cartes et détestent absolument toutes les missions dont on voudrait les charger, sont généralement solitaires, ou bien célibataires, ou bien veufs. Ils sont peut-être des enfants, mais leurs enfants sont toujours éduqués quelque part, le plus loin possible, chez je ne sais quelle tante, dont le gentleman ne parle pour ainsi dire jamais dans la bonne société, comme s'il avait un peu honte d'une telle parenté. Ces enfants, il en perd l'habitude peu à peu complètement, recevant de loin, pour sa fête ou Noël, des lettres de vœux, et allant même parfois jusqu'à leur répondre. La mine du visiteur inattendu était, on ne pouvait pas dire débonnaire, mais, là encore, avenante et prête, selon les circonstances, à toute expression aimable. Il n'avait pas de montre, mais il avait un lorgnon sur monture d'écaille avec un ruban noir. On pouvait admirer au médius de sa main droite une chevalière en or massif, ornée d'un opale bon marché. Ivan Fyodorovitch gardait un silence rageur et ne voulait pas engager la conversation. Le visiteur attendait et restait justement comme un pique-assiette qui viendrait de redescendre depuis une pièce qu'on lui laisserait à l'étage jusqu'à la pièce du bas, pour tenir compagnie au maître de maison pendant le thé, mais garderait un silence modeste, justement parce que le maître de maison serait occupé, ou qu'il réfléchirait, sourcils froncés, prêt, néanmoins, à toute conversation aimable, pour peu que le maître de maison veuille bien l'entamer. D'un coup, son visage exprima comme une espèce de souci soudain. « Écoute, commença-t-il, s'adressant à Ivan Fyodorovitch. Tu m'excuseras, mais c'est juste pour te le rappeler. Tu étais parti chez Smerdiakov, n'est-ce pas? Pour savoir pour Katerina Ivanovna, et tu es reparti sans rien avoir appris sur elle. On dirait que tu as oublié. Ah oui, laissa soudain échapper Ivan, et son visage s'assombrit de soucis. Oui, j'avais oublié. Remarque maintenant, ça n'a plus d'importance, tout est remis à demain, marmonna-t-il pour lui-même. Et toi, fit-il s'adressant nerveusement au visiteur. C'est moi-même qui aurais dû me souvenir parce que, justement, c'était sur ça, l'angoisse qui me rongeait. Tu surgis là, tu crois que ça suffit pour que je croie que c'est toi qui viens de me souffler ça, et pas moi qui y repense? Mais ne crois pas, ricana tendrement le gentleman. Est-ce qu'on peut croire sous la contrainte? En plus, la foi. Aucune preuve ne l'aide jamais, surtout les preuves matérielles. Thomas, s'il a cru, ce n'est pas parce qu'il a vu le Christ ressuscité, mais c'est parce que déjà avant, il voulait croire. Tiens, par exemple, les spirites. Je les aime beaucoup. Imagine-toi, ils supposent qu'ils sont utiles à la fois, parce qu'il y a les diables qui leur montrent leurs cornes depuis l'autre monde. Ça, n'est-ce pas, c'est une preuve, pour ainsi dire, n'est-ce pas, matérielle, que l'autre monde existe. L'autre monde et les preuves matérielles. Et puis enfin, si le diable est prouvé, Dieu, est-ce que ça le prouve? On n'en sait rien. Je vais m'inscrire dans une société idéaliste. Je serai leur opposition. Un réaliste, n'est-ce pas? Pas un matérialiste. Écoute, dit Ivan Fyodorovitch en se levant soudain de table. J'ai l'impression que je délire. Et c'est sûr que je délire. Raconte ce que tu veux, ça m'est égal. Tu ne me jetteras pas dans un état second comme la dernière fois. Il y a juste quelque chose qui me fait honte. Je veux marcher dans la pièce. Il y a des moments où je ne te vois pas et je n'entends même pas ta voix, comme la dernière fois, parce que c'est moi-même qui parle et pas toi. Ce que je ne sais pas seulement, c'est si je dormais la dernière fois ou si je t'ai vu en vrai.
Attends, je vais tremper une serviette dans de l'eau froide. Je l'enroule autour de ma tête et peut-être que tu vas t'évaporer. Вот я сейчас обмочу полотенце холодной водой, приложу к голове, и ты испаришься. Ой, как мне нравится, что мы с тобой стоим на... Ты что, дурак, Жужа? Я тебе быстро говорю, что тебя нет. Ты же моя болезнь. Ivan Fyodorovitch se dirigea dans un coin, prit une serviette, fit ce qu'il avait dit et, sa serviette mouillée autour de la tête, il se mit à marcher de long en large dans la pièce. « Ça me plaît qu'on se tutoie tout de suite, toi et moi, » reprit l'invité. « Crétin !» répondit Ivan en éclatant de rire. « Parce que tu voulais que je te vouvoie ou quoi ? Je suis gai en ce moment, sauf que j'ai mal dans la nuque et le haut du crâne. Seulement, s'il te plaît, pas de philosophie comme la dernière fois. Si tu ne peux pas, fiche le camp, raconte ce que tu veux, mais quelque chose de gai. Fais des ragots. Tu es un pique-assiette, bon. Alors, des ragots. Un cauchemar pareil qui vous tombe dessus. Mais je n'ai pas peur de toi. Je vais te dominer. Ils ne me conduiront pas chez les fous. C'est charmant, pique-assiette. Mais j'ai l'air que j'ai. Qu'est-ce que je suis sur terre, sinon un pique-assiette? À propos, je t'écoute, n'est-ce pas? Et je m'étonne un petit peu. Je te jure, c'est comme si tu commençais réellement à me prendre petit à petit pour quelque chose. Oui, pour de vrai, et pas seulement pour le fruit de ta fantaisie, comme tu me le martelais la dernière fois. Pas une seule minute je ne te prends pour de la vérité réelle, s'écria Ivan avec une espèce même de fureur. Tu es un mensonge, ma maladie, tu es un fantôme. Tout ce que je ne sais pas, c'est comment t'exterminer, et je vois qu'il faudra que je souffre encore un certain temps. Tu es mon hallucination, tu es l'incarnation de moi-même, mais d'un seul de mes côtés. Du reste, de mes pensées et de mes sentiments, mais des plus dégoûtants et des plus bêtes. De ce point de vue, je pourrais même te trouver curieux, si seulement j'avais du temps à perdre avec toi. Permets que je t'attrape. Tout à l'heure, devant le réverbère, quand tu as élevé la voix contre Alyosha et que tu lui as crié « C'est par lui que tu l'as su. Comment as-tu pu savoir qu'il me rendait visite ?» C'est bien à moi que tu pensais. Donc, rien qu'un tout petit instant tout net, tu y as cru, hein? Tu y as cru que réellement j'existe, fit le gentleman avec un rire doux. Oui, ça a été une faiblesse de la nature, mais je ne pouvais pas te croire. Je ne sais pas si je dormais ou si je marchais la dernière fois. La dernière fois, si ça se trouve, c'est un rêve que je t'ai vu et pas du tout en vrai. Et pourquoi tout à l'heure tu as été si dur avec Alyosha, hein? Il est gentil. Je suis coupable devant lui pour le Tsaretz Tsossima. Tais-toi sur Alyosha, mais comment oses-tu, laquais? Se remit à rire Ivan. Tu m'injuries et tu rigoles. Bon signe. Remarque, aujourd'hui tu es beaucoup plus aimable avec moi que la dernière fois. Et je comprends pourquoi. C'est ta grande décision. Tais-toi sur la décision, s'écria furieusement Ivan. Je comprends. C'est noble, c'est charmant. Demain, tu vas défendre ton frère et tu t'apportes en sacrifice. C'est chevaleresque. Tais-toi ou je te cogne dessus. Remarque, ça me ferait plaisir un peu, parce que mon but, à ce moment-là, il serait atteint. Si tu me cognes dessus, ça veut dire que tu crois en mon réalisme, parce qu'on ne cogne pas sur un fantôme. Blague à part. Moi, n'est-ce pas, ça m'est égal. Injurie-moi si tu veux, mais tout de même, ça serait mieux si tu étais un tant soit peu poli, ne serait-ce même qu'avec moi. Sinon, crétin, laquais, est-ce que c'est une façon de parler, ça? En t'injuriant, mais c'est moi que j'injurie, se remit à rire Ivan. Toi, tu es moi-même, mais juste avec une autre tronche. Tu dis précisément ce que je pense déjà, et tu n'es pas capable de me dire quoi que ce soit de neuf. Si je te rejoins dans tes pensées, c'est une chose qui ne peut me faire qu'honneur, dit le gentleman avec une délicatesse et dignité. Seulement tu prends toujours mes pensées sales et surtout mes pensées bêtes. Tu es bête et vulgaire, tu es affreusement bête. Non, je ne te supporterai pas.
Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Dit Ivan en grinçant des dents. Mon ami, moi, malgré tout, je veux être un gentleman, et qu'on me prenne pour tel, commença l'invité, dans un accès de cette espèce d'amour-propre typique des Picassiettes, déjà avenant et débonnaire à l'avance. Je suis pauvre, mais je ne dirais pas que je sois très honnête, mais généralement, dans la société, on prend pour un axiome que je suis un ange déchu. Je te jure, je n'arrive pas à m'imaginer de quelle façon il y a eu un temps où j'ai pu être un ange. Si je l'ai été, c'est il y a si longtemps que ce n'est plus un péché de l'avoir oublié. Maintenant, je tiens seulement à ma réputation d'honnête homme, et je vis comme ça vient, en essayant d'être agréable. J'aime les gens sincèrement. Oh, on m'a beaucoup calomnié, tu sais. Ici, quand, de temps en temps, je me transporte chez vous, ma vie se passe, on dirait, comme réellement un petit peu pour de vrai. Et c'est ça qui me plaît le plus. Parce que, moi aussi, tout comme toi, je souffre du fantastique. Et c'est pour ça que j'aime votre réalisme terrestre. Là, chez vous, tout est tracé, tout est formule, tout est géométrie. Et nous, je ne sais pas, c'est toujours des équations à plusieurs inconnus. Ici, je me promène et je rêve. J'adore rêver. En plus, sur Terre, je deviens superstitieux. Ne ris pas, s'il te plaît. C'est justement ça qui me plaît, que je deviens superstitieux. J'adhère à toutes vos habitudes ici. Je fréquente vos étuves de marchands. J'aime bien, tu peux t'imaginer. J'adore prendre des bains de vapeur avec les marchands et les popes. C'est mon rêve, ça, m'incarner. Mais que ce ne soit pas définitif, que ça ne soit pas sans retour dans, je ne sais pas, une marchande de 120 kilos et croire à tout ce qu'elle peut croire. Mon idéal, c'est d'entrer dans une église et de mettre un cierge d'un cœur pur. Je te jure que oui, là, ce serait la fin de mes souffrances. Et puis, j'aime bien aussi me soigner chez vous. Le printemps, vous avez eu la variole. Moi, je suis allé dans l'orphelinat, je me suis inoculé la variole. Si seulement tu savais ce que j'ai été content ces jours-là, j'ai donné 10 roubles pour nos frères slaves. Mais tu ne m'écoutes pas. Tu sais, aujourd'hui, tu n'es vraiment pas dans ton assiette, hein, fit le gentleman avec un certain silence. Je sais que tu es allé voir le fameux docteur. Alors, comment va la santé? Qu'est-ce qu'il t'a dit, le docteur? Crétin, lança Ivan. Toi, par contre, tu te poses là comme intelligence. Tu recommences avec tes insultes. Mais ce n'était pas par compassion, c'était juste comme ça. Si tu veux, ne réponds pas. Maintenant, tiens, les rhumatismes qui me reprennent. Crétin, répéta à nouveau Ivan. Toujours la même chanson, mais moi, l'année dernière, je me suis pris un de ces rhumatismes, je m'en souviens encore. Le diable, un rhumatisme. Et pourquoi pas? Si je m'incarne des fois. Je m'incarne, j'assume les conséquences. Satan sum et nihil humanum ame alienum puto. Comment? Satan sum et nihil humanum. Ce n'est pas si bête pour le diable. Heureux de t'avoir enfin fait plaisir. Mais ça, tu ne l'as pas pris chez moi, fit soudain Ivan, s'arrêtant comme stupéfait. Ça ne m'était jamais venu à l'idée. C'est étrange. C'est du nouveau, n'est-ce pas? Cette fois, je serai honnête et je t'explique. Écoute, dans les rêves, et surtout dans les cauchemars, enfin, je ne sais pas, en cas de crise de foi ou quoi, les gens, ça arrive, ils peuvent faire des rêves tellement artistiques, voir une réalité tellement complexe, tellement réelle, de ces événements, ou plutôt même de ces mondes d'événements liés à de telles intrigues, avec des détails tellement inattendus, à commencer par vos phénomènes les plus sublimes, jusqu'au dernier bouton sur une chemise, des choses que, je te jure, Léon Tolstoï ne serait pas capable de t'inventer. Et néanmoins, les gens qui font ces rêves, ce ne sont pas du tout des auteurs, mais les gens les plus ordinaires, des fonctionnaires, des feuilletonistes, des popes.
Ça vous fait même toute une énigme. Il y a même un ministre qui est allé jusqu'à avouer que ses idées les meilleures, elles lui venaient quand il dormait. Eh bien, en ce moment, c'est exactement ça. J'ai beau être ton hallucination, n'empêche, comme dans un cauchemar, je dis des choses originales, des choses qui ne t'étaient encore jamais venues à l'idée. Et donc, ce n'est plus du tout que je répète tes pensées, et malgré ça, je ne suis que ton cauchemar, rien d'autre. Tu mens. Ton but est précisément de me persuader que tu existes en tant que tel, et que tu n'es pas mon cauchemar, alors que là, tu me confirmes toi-même que tu es un rêve. Mon ami, aujourd'hui, j'ai pris une méthode spéciale, je te l'expliquerai plus tard. Attends, où en étais-je? Et donc, alors, j'ai pris froid l'autre fois, mais pas chez vous, encore là-bas. Où ça, là-bas? Dis-moi, tu resteras longtemps chez moi, tu ne peux pas partir? S'exclama Ivan, presque au désespoir. Il s'était arrêté de marcher, s'était assis sur le divan, à nouveau accoudé à la table, la tête serrée entre ses deux mains. Il arracha sa serviette mouillée et la rejeta avec dépit. Visiblement, ça n'aidait pas. « Tu as les nerfs malades !» remarqua le gentleman, d'un air aussi frivole que désinvolte, mais du reste, tout à fait amical. « Tu m'en veux même parce que j'ai pu prendre froid. Et néanmoins, ça s'est passé de la façon la plus naturelle du monde. Je courais, à ce moment-là, à une certaine soirée diplomatique, chez une dame de Pétersbourg de la plus haute société, laquelle dame se voyait bien ministre. Bon, le frac, la cravate blanche, les gants et... N'empêche, j'étais encore, Dieu seul peut savoir où, et pour me retrouver chez vous, sur Terre, il fallait que je traverse encore un espace. Bon, bien sûr, ça s'est fait juste un instant, mais n'est-ce pas le rayon de soleil aussi? Il met 8 pleines minutes, et là, imagine-toi le frac et le gilet ouvert. Les esprits ne gèlent pas, mais une fois que tu t'incarnes... Bref, j'ai été tête en l'air, et je me suis lancé dans ces espaces-là, n'est-ce pas? Dans ces éthers-là, ces eaux qui étaient au-dessus de la terre. Mais ça gèle à pierre fendre. C'est-à-dire quoi? Ça gèle. Ça, on ne peut même plus l'appeler du gel, tu peux t'imaginer. Moins 150 degrés. On connaît ce jeu des filles à la campagne. Par un froid de moins 30, elle propose à un petit gars de lécher une hache. La langue, elle gèle tout de suite. Et le couillon, il doit s'arracher la peau avec le sang pour s'en sortir. Et ça, n'est-ce pas, c'est du moins 30 alors. Moins 150 là, je me dis, mon doigt, dès qu'il la frôle, la hache, le doigt, je lui dis adieu pour peu qu'on puisse trouver une hache là-haut. Parce qu'on peut trouver une hache là-haut? L'interrompit soudain Ivan Fyodorovitch d'un ton distrait et dégoûté. Il résistait de toutes ses forces pour ne pas croire à son délire et ne pas tomber dans une folie définitive. « Une hache !» redemanda l'invité, étonné. « Mais oui, la hache, qu'est-ce qu'elle va devenir ?» s'écria soudain Ivan Fyodorovitch avec un entêtement frénétique et insistant. « Ce qu'elle deviendra dans l'espace, la hache ? Quelle idée ! Si elle se retrouve un peu loin, elle va se mettre, je crois bien, à tourner autour de la Terre, sans trop savoir pourquoi, un genre de satellite. Les astronomes vont calculer le lever et le coucher de la hache, Gatsuk la mettra dans son almanach, voilà tout. Tu es bête, tu es affreusement bête, reprit obstinément Ivan. Sois plus intelligent dans tes crétineries, sinon je t'écoute plus. Tu veux me soumettre avec ton réalisme, m'assurer que tu existes, mais moi, je ne veux pas le croire que tu existes. Je n'y croirai pas. Mais je ne te raconte pas de sornettes. Tout est vrai. Par malheur, la vérité n'est quasiment jamais spirituelle. Tu attends réellement de ma part, à ce que je vois, que je te dise quelque chose de grand et peut-être bien de splendide. C'est très dommage, parce que je ne peux te donner que ce que je peux. Pas de philosophie, tête d'âne. Tu parles d'une philosophie, quand j'ai tout le côté droit paralysé. Je grogne et je meugle. Je suis allé voir toute la médecine. Pour le diagnostic, ils sont des chefs. Ils te raconteront toute ta maladie sur le bout des doigts, mais ils ne sauront pas te guérir. Je suis tombé là, sur un petit étudiant exalté. Vous mourrez peut-être, il me dit, mais n'empêche, vous saurez parfaitement de quelle maladie vous êtes mort. Et là encore, cette manière de vous renvoyer aux spécialistes. Nous, n'est-ce pas, on se contente juste du diagnostic, mais
allez voir plutôt tel spécialiste, lui, sûr, il vous guérira. Il a complètement, mais complètement disparu, je te dirais, le docteur d'avant, qui guérissait de toutes les maladies. Maintenant, il n'y a plus que des spécialistes, et ils se publient toujours dans les journaux. Disons, tu as mal dans le nez. On t'envoie à Paris. Là-bas, n'est-ce pas, il y a un spécialiste européen pour guérir le nez. Tu arrives à Paris, il t'examine ton nez. Je ne peux vous guérir, il te dit, que votre narine droite, parce que je ne soigne pas les narines gauches. Ce n'est pas ma branche, mais en sortant de chez moi, allez à Vienne, là-bas. Il y a un spécialiste particulier qui vous la soignera, votre narine gauche. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai eu recours aux médecines populaires. Un médecin allemand qui m'a conseillé de me frotter dans les étuves de miel salé. Moi, j'y suis allé. Juste pour aller aux étuves une fois de plus, j'y vais. Je me suis sali comme ce n'est pas permis. Ça n'a rien fait. Au désespoir, j'ai écrit à Milan, au comte Mattei. Il m'a envoyé un livre et des gouttes. Merci à lui. Et figure-toi, l'extrait de Malte de Hoff, là, ça a aidé. J'en ai racheté par hasard. J'en ai bu une demi-fiole et je suis prête à danser. Ça m'a guéri comme par miracle. Je me suis dit, je vais lui publier un merci dans les journaux. Le sentiment de gratitude qui avait parlé. Et là, imagine-toi, là, c'est une autre histoire qui a commencé. Aucune rédaction n'accepte de publier. Ça fera trop rétrograde, ils me disent. Personne n'y croira. Le diable n'existe point. Publier, c'est le conseil qu'ils me donnent, anonymement. Mais quel merci, ça peut être si c'est anonyme. Je ris avec les secrétaires. C'est de croire en Dieu, je leur dis. À l'époque où nous sommes, qui est rétrograde, mais moi, je suis le diable. Croire en moi, on peut. On comprend, ils me disent, qui donc ne croit pas au diable, mais quand même, pas possible. Ça pourrait nuire à la tendance. Ou alors, sous forme de plaisanterie. Mais je me suis dit, sous forme de plaisanterie, ça ne fera pas spirituel. Et donc, je suis resté inédit. Et tu me croiras même, ça me reste sur le cœur. Mes meilleurs sentiments, comme par exemple la gratitude, me sont formellement interdits uniquement suite à ma position sociale. La philosophie qui te reprend, marmonna haineusement Ivan. Dieu m'en garde, mais ce n'est pas possible quand même de ne pas se plaindre de temps en temps. Je suis un homme calomnié. Tu n'arrêtes pas de me dire, tiens, que je suis bête. On voit le jeune homme, mon ami. Il ne s'agit pas seulement de l'intelligence. Moi, de nature, j'ai le cœur bon et gai, parce que j'écris aussi toutes sortes de vaudevilles. Tu me prends réellement, j'ai l'impression, pour un Klestakov aux cheveux gris. Et, n'empêche, mon destin est beaucoup plus sérieux. Par une espèce de prédestination atemporelle à laquelle je n'ai jamais rien compris, on m'a fixé de nier, alors que je suis sincèrement gentil, et que je ne suis pas du tout capable de nier. Non, nie toujours, sans négation, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de critique. Et qu'est-ce que c'est qu'une revue, s'il n'y a pas de section critique? Sans critique, il n'y aura que l'Hosanna. Mais pour la vie, l'Hosanna tout seul ne suffit pas. Il faut que cette Hosanna passe par les forges du doute, bon, et ainsi de suite, sur ce ton-là. Moi, remarque tout ça, je ne m'en mêle pas. Pas moi qui l'ai créé, pas moi qui en réponds. Bon, et donc, ils vous ont choisi un bouc émissaire. Ils l'obligent à écrire dans la section critique, et c'est ça qui a fait la vie. Nous, on la comprend, cette comédie. Moi, par exemple, j'exige purement et simplement qu'on m'anéantisse. Non, vis toujours, ils me disent, parce que sans toi, il n'y aura rien. Si tout était raisonnable sur la terre, il ne se serait rien produit. Sans toi, il n'y aura aucun événement, et il faut qu'il y ait des événements. Et donc, je travaille, content ou pas, à ce qu'il y ait des événements, et je crée de l'irraisonnable sur ordre. Les gens prennent cette comédie pour quelque chose de sérieux, malgré toute leur indubitable intelligence. Là est leur tragédie. Bon, et ils souffrent, bien sûr, mais malgré tout, ils vivent réellement, pas dans le fantastique, parce que c'est la souffrance qui est la vie. Sans la souffrance, quel plaisir on pourrait avoir. Tout se transformerait en une espèce de prière sans fin. C'est sain, bien sûr, mais c'est barbant. Bon, et moi,
je souffre et malgré ça, je ne vis pas. Je suis un X dans une équation à plusieurs inconnus. Je suis une espèce de fantôme de vie qui a perdu tous les débuts et toutes les fins. Et je finis par oublier moi-même comment je m'appelle. Tu rigoles? Non, tu ne rigoles pas, tu t'es remis en colère. Tu es toujours en colère, toi. Il te faudrait seulement de l'intelligence et, là encore, je te répéterai que je donnerais toute cette vie de l'éther, tous les rangs et les honneurs, juste pour m'incarner dans une marchande de 120 kilos et mettre des cierges au bon Dieu. Alors, toi non plus, tu ne crois pas en Dieu? Ricana haineusement Ivan. C'est-à-dire, comment te dire, si seulement tu es sérieux? Dieu, il existe ou pas? Cria à nouveau Ivan avec une insistance farouche. Ah, donc, tu es sérieux? Mon gentil, croix de bois, croix de fer, je ne sais pas, tiens. Voilà la grande parole que je t'ai dite. Tu ne sais pas, mais tu vois Dieu? Non, tu n'existes pas en toi-même, tu es moi et rien d'autre. Tu es une saleté, tu es ma fantaisie. C'est-à-dire, si tu veux, on a la même philosophie, toi et moi. Dit comme ça, ce sera juste. Je pense donc je suis. Ça, je le sais à coup sûr, et quant à tout le reste qui est autour de moi, tous ces mondes, Dieu, et même Satan lui-même, rien de tout ça m'est prouvé. Si ça existe en tant que tel, ou si c'est seulement mon émanation, le développement logique de mon moi, lequel aurait une existence atemporelle et unique. Bref, j'arrête vite parce que je crois que tu vas me tomber dessus à bras raccourcis. Raconte plutôt une histoire drôle, murmura douloureusement Ivan. J'en ai une histoire, sur ce thème, sauf que ce n'est pas une histoire, c'est, je ne sais pas, une légende. Tu veux que j'aille vite, tiens, dans mon incroyance? Tu crois ou tu ne crois pas, mais, mon ami, je ne suis quand même pas le seul comme ça. Tout est sans dessus-dessous maintenant chez nous, et tout à cause de vos sciences. Tant qu'il y avait encore les atomes, les 5 sens, les 4 éléments, bon, ça tenait, d'une façon ou d'une autre. Les atomes, n'est-ce pas, ils existaient aussi dans le monde antique, bon. Mais quand on a appris chez nous que vous découvriez, je ne sais pas, la molécule chimique et le protoplasme, et le diable sait quoi encore là, on est tous restés la queue entre les pattes. Un vrai bordel a commencé. Surtout les superstitions, les ragots. Des ragots, nous, n'est-ce pas, on en a autant que vous, peut-être même juste un petit peu plus. Et puis, enfin, les dénonciations, nous aussi, n'est-ce pas? On a une section spéciale où on reçoit cette forme de renseignement. Et donc, cette légende imbécile, qui date encore de notre Moyen-Âge, du nôtre, hein, pas du vôtre, qu'il n'y a même personne à croire en nous, à part les marchandes de 120 kilos, c'est-à-dire, là encore, les nôtres de marchandes, pas les vôtres. Tout ce qu'il y a chez vous, on l'a chez nous, ça. C'est un de nos secrets que je te révèle, juste par amitié, alors que c'est interdit. Cette légende, elle est sur le paradis. Il y avait une fois, n'est-ce pas, sur terre, chez vous, un penseur et un philosophe comme ça qui niait tout, conscience, loi et foi, et surtout qui niait la vie future. Il meurt, il se disait, ça y est, le noir, la mort. Et vlan, qu'est-ce qu'il voit? La vie future. Ça l'a laissé pantois et révolté. Ça, il dit, c'est en contradiction avec mes convictions. Bon, donc, et pour ça, ils l'ont jugé et condamné. C'est-à-dire, vois-tu, tu m'excuseras, je te transmets juste ce que j'ai entendu dire, c'est juste une légende. Il se fait condamner, vois-tu, à marcher dans le noir pendant un 4 de kilomètres. Et une fois qu'il aurait fini son 4, ça y est, on lui ouvrirait toutes les portes du paradis. Et il serait pardonné de tout. Et quelle torture vous avez dans l'autre monde, à part le 4, l'interrompit Ivan avec une sorte d'animation étrange. Les tortures? Ah, ne m'en parle pas. Avant, il y avait tout. Maintenant, on donne plutôt dans le moral, les remords de conscience, toutes ces bêtises. Ça aussi, on vous le doit, c'est l'adoucissement de vos mœurs. Et qui donc a gagné? Juste ceux qui n'ont pas de conscience, parce que à quoi ça leur sert les remords de conscience si de conscience ils n'en ont pas du tout? Mais ceux qui ont souffert, c'est les gens honnêtes, ceux qui avaient encore leur conscience et leur honneur. Voilà ce que c'est, n'est-ce pas, les réformes sur un terreau non amendé, et copiées qui plus est, sur des établissements étrangers.
Ça fait juste du mal. Le feu d'avant, c'était mieux. Tiens, ce condamné, là, à faire son quadrillion à pied, il a réfléchi. Et il s'est couché en travers du chemin. Je ne veux pas y aller, par principe, je ne veux pas. Prends l'âme de notre athée russe éclairé et mélange-la avec l'âme du prophète Jonas, lequel a boudé dans l'antre de la baleine 3 jours et 3 nuits de suite. Et voilà le caractère du penseur qui s'est couché en travers du chemin. Mais sur quoi donc est-ce qu'il s'est couché? Il y avait sur quoi, il faut croire. Tu ne ris pas? Bravo! Cria Ivan, toujours porté par une animation terrible. À présent, il écoutait avec une espèce de curiosité inattendue. Et quoi? Il y est encore, couché? Bah non, justement. Il est resté couché pendant presque 1000 ans. Après quoi, il s'est levé et il y est allé. Quelle âne! S'exclama Ivan avec un rire nerveux, toujours comme en train de réfléchir intensément. Est-ce que ce n'est pas pareil de rester couché pendant l'éternité ou de marcher pendant un quadrillion de verstes? Ça doit faire 1 billion d'années à marcher, non? Même beaucoup plus. Dommage, tiens, que je n'ai pas de crayon et de papier, sinon on aurait pu calculer, mais n'empêche, ça fait longtemps qu'il y est arrivé. Et c'est là qu'elle commence, mon histoire. Mais comment il y est arrivé? Où est-ce qu'il l'a pris, son billion d'années? Mais tu réfléchis toujours en fonction de notre terre de maintenant. Mais cette terre de maintenant, si ça se trouve, elle-même, ça fait 1 billion d'années qu'elle se répète. Enfin, elle est morte. Elle a gelé, elle s'est fendillée, elle s'est effritée, elle s'est décomposée en tous ses premiers éléments. À nouveau de l'eau qui était au-dessus du firmament, puis à nouveau encore une comète, à nouveau un soleil qui redonne une terre, parce que ce développement, si ça se trouve, ça fait une infinité de fois qu'il se répète, et toujours sous la même forme, jusqu'au moindre détail. Un ennui, mais d'une indécence. Bon, mais alors, quand est-ce qu'il y est arrivé? Mais sitôt qu'on lui a ouvert les portes du paradis, et qu'il y est entré, et sans y être resté même encore 2 secondes. Et ça, d'après sa montre, oui, sa montre à lui, même si sa montre, à mon avis, elle aussi, elle aurait dû se décomposer en ses éléments premiers dans sa poche, en chemin. Sans y être passé 2 secondes, il s'est exclamé qu'en l'espace de ces 2 secondes, on aurait pu passer non pas un quadrillion, mais un quadrillion de quadrillions, et ça, même en multipliant un quadrillion au carré. Bref, il a chanté un hosanna, et il a passé la mesure au point que là-bas, ceux qui ont une façon de penser un petit peu plus honnête au début, ils refusaient même de lui serrer la main. Il s'était trop pressé, n'est-ce pas, pour se retrouver dans les conservateurs. Une nature russe, je le répète, une légende. Je te le donne pour ce que je l'ai reçu. C'est pour te dire toutes les conceptions, tu vois, qui courent chez nous sur tous ces sujets-là. « Je te tiens !» s'écria Ivan avec une espèce de joie quasiment enfantine, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose définitivement. « Cette histoire sur le quadrillion d'années, c'est moi-même qui l'ai inventée. Et j'avais 17 ans à l'époque. J'étais au lycée. Cette histoire, je l'avais inventée et je l'avais racontée à un de mes camarades. Korovkin, il s'appelle. Ça se passait à Moscou. L'histoire, elle est tellement caractéristique que je n'ai pas pu la prendre de nulle part. Dire que je l'avais oubliée. Mais maintenant, elle m'est revenue inconsciemment, à moi-même, et ce n'est pas toi qui l'as racontée. Comme il y a des milliers de choses qui vous reviennent presque inconsciemment parfois, même quand on vous amène vous faire exécuter, dans mon rêve, elle m'est revenue. Eh bien, ce rêve, c'est toi. Tu es un rêve, et tu n'existes pas. Ah, la fougue avec laquelle tu me nies, fit le gentleman en riant. Je vois que, malgré tout, tu crois en moi. Pas du tout. Je ne crois pas en toi pour 1/100e. Mais disons pour 1/1000e. Les doses homéopathiques, n'est-ce pas? C'est les plus fortes. Avoue que tu crois, ne serait-ce que pour 1/10 000e. Pas une seule minute, s'écria furieusement Ivan. Pourtant, j'aimerais bien croire en toi, ajouta-t-il soudain d'une façon étrange. Hé hé, voilà néanmoins un aveu. Mais je suis gentil, et là encore, je vais t'aider. Écoute, c'est moi qui t'ai attrapé, pas le contraire. Je t'ai raconté exprès une histoire de ton cru que tu avais eu le temps d'oublier pour que tu arrêtes complètement de croire en moi. Tu mens.
Le but de ton apparition est de m'assurer que tu existes. Et justement, mais les hésitations, mais l'inquiétude, mais la lutte de la foi et de l'incroyance, ça, parfois, n'est-ce pas, c'est une telle torture pour un homme doué d'une conscience, comme toi, tiens, qu'il vaut mieux se pendre. Moi, justement, sachant que tu crois en moi, ne serait-ce qu'une goutte, je t'ai instillé de l'incroyance, cette fois définitive. En te racontant cette histoire, je te fais passer de la foi à l'incroyance, de l'une à l'autre. Et là, bon, j'ai un but. Nouvelle méthode, n'est-ce pas? Parce que, quand tu auras complètement cessé de croire en moi, tu te mettras tout de suite à m'assurer en face que je ne suis pas un rêve, mais que j'existe en vérité, ça je te connais, et là, j'aurai atteint mon but. Or, mon but, il est noble. Moi, je jetterai en toi une toute petite graine de foi, et cette graine, elle donnera un chêne, et quel chêne encore que toi, sur ce chêne-là, tu seras capable de vouloir entrer chez les pères du désert et les femmes sans tache, parce que, au fond, de ça, tu as une envie forte, mais forte. Tu vas manger des sauterelles, tu vas te traîner faire ton salut dans le désert. Alors c'est le salut de mon âme qui t'inquiète, espèce de canaille? Il faut bien faire une bonne action, une fois dans sa vie. Oh, tu es en colère, mais en colère quand je te regarde. Bouffon, mais est-ce que tu les as tentés un jour, ceux-là, ceux qui mangent des sauterelles, et qui prient 17 ans de suite dans le désert tout nus, ceux qui se recouvrent de mousse à force? Mon mignon, mais je n'ai fait que ça. Tu oublies le monde entier et tous les mondes, et tu te colles comme ça à un seul de ces gars parce que ce diamant, n'est-ce pas, il est plus que précieux. Une seule âme comme ça vaut parfois toute une constellation. Nous, n'est-ce pas, nous avons notre arithmétique. C'est la victoire qui est précieuse. Et il y en a certains, je te jure, qui ne te cèdent en rien en développement, même si tu ne me crois pas. Ils peuvent contempler en même temps de tels abîmes de foi et d'incroyance que, réellement, parfois, on a l'impression qu'encore un tout petit cheveu de plus, et il se retrouvera en l'air, le bonhomme, cul par-dessus tête, comme dit l'acteur Gorbounov. Et alors, tu te faisais moucher le nez? Mon ami, remarqua sentencieusement l'invité, il vaut mieux se faire moucher le nez qu'être complètement privé de nez, comme l'a dit récemment un certain marquis malade, un spécialiste sans doute qui le soignait, en confession à son père jésuite. J'étais présent, c'était un vrai régal. « Rendez-moi, il lui dit, rendez-moi mon nez. » Il se frappe la poitrine. « Mon fils, répond le pater, tournant autour du pot. Tout s'accomplit selon les destinées impénétrables de la providence, et un malheur visible entraîne parfois un profit extraordinaire encore qu'invisible. Si le destin sévère vous a privé de nez, votre profit est que personne, maintenant, de toute votre vie, ne pourra vous dire qu'il vous a mouché le nez. »« Mon Saint-Père, ce n'est pas une consolation, » s'exclame le désespéré. « Moi, au contraire, je serais heureux de me faire moucher le nez tous les jours de ma vie, pourvu que je l'aie à la place requise. »« Mon fils, » soupire le pater, « on ne peut pas vouloir tous les biens en même temps, et cela, c'est murmurer contre la Providence, qui même ici ne vous a pas oublié, car si vous avez dit en pleurant, comme vous venez de le faire, que vous seriez heureux de vous faire moucher le nez toute votre vie, là encore, d'une certaine façon, votre désir est accompli, car, ayant perdu votre nez, d'une certaine façon, vous vous l'êtes fait moucher. »« Pfff, comme c'est bête !» cria Ivan. « Mon ami, je voulais seulement te faire rire, mais je te jure que c'est une vraie casuistique de jésuite, et je te jure, tout ça est arrivé à la lettre, tel que je l'ai raconté. Cette histoire est toute récente, et elle m'a procuré plein de soucis. Un malheureux jeune homme rentrant chez lui s'est brûlé la cervelle la nuit même. J'ai été avec lui tout le temps, jusqu'au dernier instant. Quant aux confessionnaux de ces jésuites, réellement, c'est ma distraction la plus charmante dans les minutes tristes de ma vie. Voilà, tiens, encore une autre histoire qui s'est passée, elle, ces tout derniers jours. Une petite blonde, une petite Normande qui se présente chez un vieux pater, 20 ans, une jeune fille. La beauté, le physique, la nature, on en salive. Elle se penche, elle chuchote son péché au pater par le petit trou. « Comment, ma fille, vous avez donc déjà rechuté ?» s'exclame le pater.
Oh, Sancta Maria! Qu'entends-je? Et cette fois, avec un autre? Mais combien de temps donc cela durera-t-il? Et n'avez-vous pas honte? Ah, mon père, répond la pécheresse, toute dans ses larmes de repentance. Ça lui fait tant de plaisir, et à moi si peu de peine. Imagine-toi une réponse pareille. Là, même moi, je me suis écarté. C'est le cri de la nature elle-même, et, si tu veux, c'est mieux que l'innocence elle-même. Là, je lui ai effacé son péché, et je voulais déjà partir, mais j'ai tout de suite été obligé de revenir. Qu'est-ce que j'entends? Le père, par le petit trou, qui lui fixe un rendez-vous le soir, alors que ce vieillard, n'est-ce pas? C'était du silex, et là, il avait chu en une seconde. La nature, la vérité de la nature qui avait pris le dessus. Quoi? Encore tu détournes le nez, tu es encore en colère? Je ne sais même plus comment te plaire. Laisse-moi, tu cognes dans mon cerveau comme un cauchemar obsédant, gémit douloureusement Ivan, impuissant devant sa vision. Je m'ennuie avec toi, c'est insupportable, c'est une torture. Je donnerais cher si je pouvais te chasser. Je le répète, mesure tes exigences. N'exige pas de moi toujours du grand et du sublime. Et tu verras comme nous vivrons bons amis, toi et moi, répliqua le gentleman engageant. Réellement, tu m'en veux parce que je ne te suis pas apparu dans un halo rouge, tonnant et étincelant, les ailes enflammées, mais que je me présente sous un air modeste. Tu es offensé d'abord dans tes sentiments esthétiques et deuxièmement dans ton orgueil. Comment, n'est-ce pas, un diable aussi vulgaire a-t-il pu entrer chez un homme aussi grand? Non, tu as toujours cette espèce de petite verve romantique dont Bellinski encore s'est tellement moqué. Que faire, un jeune homme? Je me disais, tiens, en me préparant à te rendre visite, que j'apparaîtrais histoire de plaisanter, sous la forme d'un conseiller d'État actuel à la retraite, qui aurait fait sa carrière au Caucase, avec l'étoile du lion et du soleil sur le frac, mais j'ai vraiment eu peur, parce que tu m'aurais cogné dessus d'avoir osé accrocher sur mon frac le lion et le soleil, et de ne pas mettre au minimum accrocher l'étoile polaire ou celle de Sirius, et tu me répètes toujours que je suis bête. Mais, mon Dieu, je n'y prétends même pas du tout à me mesurer avec toi en intelligence. Méphistophélès, quand il est apparu devant Faust, il s'est présenté comme voulant le mal, mais ne faisant que le bien. Bon, lui, c'est son problème. Moi, c'est complètement le contraire. Je suis peut-être la seule personne dans la nature entière qui aime la vérité et cherche sincèrement le bien. J'étais présent quand le Verbe, mort sur la croix, s'élevait vers le ciel en tenant sur son sein l'âme du brigand crucifié à la droite. J'ai entendu les clapissements de joie des chérubins, qui chantaient et criaient « Hosanna !» et le tonnerre, le hurlement heureux des séraphins qui ébranlaient le ciel et l'univers tout entier. Et voilà, je le jure sur tout ce qui est sacré, j'ai voulu adhérer au cœur et crier avec tout le monde « Hosanna !» Ça jaillissait déjà, c'était prêt à jaillir de la poitrine. Tu sais, je suis très sensible, je suis très impressionnable, artistiquement parlant. Mais le bon sens, oh, la qualité la plus malheureuse de ma nature, m'a retenu, là encore, dans les limites requises, et j'ai laissé passer l'instant. Parce que quoi, je me suis dit à la même minute, qu'est-ce qu'il donnerait mon Hosanna? Tout se serait éteint séance tenante dans le monde, et il ne se serait plus passé le moindre événement. Et donc, c'est uniquement par devoir de service et vu ma position sociale que j'ai été obligé de renfoncer en moi ce bon moment et de rester avec mes saletés. Il y a quelqu'un qui prend pour lui tout l'honneur du bien. Et moi, mon sort, c'est qu'on me laisse toutes les saletés. Mais je n'envie pas l'honneur de faire copain-copain, je n'ai pas d'amour-propre. Pourquoi, de toutes les créatures dans le monde, il n'y a que moi qui suis condamné à la malédiction de tous les gens bien, et même, au coup de pied où je pense, du fait que, m'incarnant, je dois faire face parfois aussi à ce genre de conséquences. Je le sais bien qu'il y a là un secret, mais ce secret, pour rien au monde, on accepte de me le révéler. Parce que, à ce moment-là, une fois que j'aurai compris de quoi il s'agit, je lancerai un Hosanna, et tout de suite, le négatif indispensable disparaîtra. La raison s'instaurera dans le monde entier, et avec elle, ça sera la fin de tout.
Tu comprends bien, même des journaux et des revues, parce que qui donc à ce moment-là voudra s'y abonner? Je le sais bien qu'en fin de compte, je ferai la paix, je le ferai, mon quadrillion à pied, et je l'apprendrai, le secret. Mais d'ici que ça arrive, je boude, et à contre-cœur, j'accomplis ma destinée. Je tue des milliers pour qu'il s'en sauve un seul. Combien, par exemple, il a fallu tuer d'âmes et souiller de réputation honnête pour avoir un seul job, avec lequel on s'est si cruellement moqué de moi au temps jadis. Non, tant que le secret n'est pas percé, il y a deux vérités qui existent pour moi. L'une, celle de là-bas, la leur, que, pour l'instant, je ne connais pas du tout, et l'autre, la mienne. Et on ne sait pas encore laquelle sera la mieux. Tu dors ? Je pense bien, gémit rageusement Ivan, tout ce qu'il y a de bête dans ma nature, tout ce que j'ai déjà dépassé et digéré dans mon esprit, tout ce que j'ai rejeté comme de la charogne, c'est ça que tu me resserres comme une espèce de nouveauté. Là non plus, je n'ai pas plu. Et moi qui pensais te séduire par une exposition littéraire, cette hosanna au ciel, hein, ce n'était quand même pas si mal. Et ensuite, sans transition, ce ton sarcastique à la Heine, hein, n'est-ce pas que c'est vrai? Non, je n'ai jamais été un laquais pareil. Pourquoi est-ce que mon âme a pu faire naître un laquais comme toi? Mon ami, je connais un petit blanc-bec d'aristocrate charmant et adorable, un jeune penseur, un grand amateur de littérature et des choses élégantes, l'auteur d'un poème qui promet et qui s'appelle « Le Grand Inquisiteur ». Il n'y a qu'à lui que je pense. « Je t'interdis de parler du Grand Inquisiteur !» s'exclama Ivan, tout rouge de honte. « Bon. Et la révolution géologique, tu te souviens? Ça, vraiment, c'est un poème. Tais-toi ou je te tue. Toi, tu me tueras. Non, tu permets, je dis tout. Si je suis venu, c'est pour me faire quand même ce petit plaisir-là. Oh, j'aime les songes de mes jeunes amis enflammés, qui tremblent d'une ardeur de vivre. Là-bas, il y a des hommes nouveaux, as-tu conclu. Encore le printemps passé, quand tu te préparais à venir ici, ils ont l'intention de tout détruire, et de commencer par l'anthropophagie. Ils sont bêtes, ils ne m'ont rien demandé. À mon avis, on n'a même pas besoin de détruire quoi que ce soit. Tout ce qu'il faut détruire dans l'humanité, c'est l'idée de Dieu. Voilà par quoi il faut se mettre au travail. C'est par ça qu'il faut commencer. Oh, les aveugles qui ne comprennent rien. Une fois que l'humanité aura totalement renié Dieu, et je crois que cette période, une parallèle aux périodes géologiques, s'accomplira, alors, de soi-même, sans anthropophagie, tout ce qu'on a pensé de l'univers s'effondrera et, d'abord, toute la morale d'avant. Et ce qui commencera sera entièrement nouveau. Les gens se réuniront pour prendre de la vie tout ce qu'elle peut donner, mais obligatoirement pour le bonheur et pour la joie juste dans le monde terrestre. L'homme se haussera d'un esprit d'orgueil divin, titanesque, et là paraîtra l'homme-dieu, en dominant chaque instant de la nature, et cette fois sans limite, par sa volonté et par la science. L'homme sentira une jouissance si haute qu'elle lui remplacera toutes ses espérances précédentes des jouissances célestes. Chacun apprendra qu'il est mortel complètement, sans résurrection, et recevra la mort d'un cœur fier et tranquille, comme un dieu. Et il comprendra par fierté qu'il n'a pas à protester que la vie ne soit qu'un instant. Et il aimera son frère, cette fois, sans nulle contrepartie. L'amour ne satisfera que l'instant de la vie, mais la seule conscience de cet instant renforcera sa flamme dans la même mesure où auparavant elle s'étendait en espérance à un amour d'outre-tombe et infini. Bon, etc. Et ainsi de suite dans le même genre. C'est d'un mignon. Ivan resta là, se bouchant les oreilles de ses deux mains, les yeux fixés à terre, mais il s'était mis à trembler de tout son corps. La voix poursuivait. « Maintenant, voilà la question, se disait mon jeune penseur. Est-il possible qu'une telle période arrive un jour ou non? Si elle arrive, alors tout est décidé, et l'humanité s'organise sur une base définitive. Mais comme vu la bêtise encroûtée de l'humanité, ça, si ça se trouve, ça mettra encore un bon millier d'années à se réaliser. Il est loisible à chaque personne qui a conscience de cette vérité de s'arranger absolument comme il le souhaite, sur des bases nouvelles.
De ce point de vue, pour lui, tout est permis. Bien plus, quand bien même cette période n'arriverait jamais, comme il n'existe ni Dieu ni immortalité, cet homme nouveau a le droit de devenir un homme-dieu, ne fût-ce même que le seul dans le monde, et bien sûr, avec cette promotion, de franchir d'un cœur léger tous les obstacles moraux qui se dressaient avant pour l'homme esclave, s'il en était besoin. Pour Dieu, il n'existe pas de loi. Là où Dieu se tient, c'est tout de suite un lieu divin. Là où je me tiens, moi, ça devient tout de suite le premier lieu. Tout est autorisé, et basta. Tout ça est très charmant. Seulement, si tu veux te mettre à filouter, à quoi bon pourrait-on croire la sanction de la vérité? Mais tel est le petit bonhomme russe de notre temps. Sans la sanction, il n'entreprendra jamais même une filouterie, tellement il aime la vérité. L'invité parlait, se laissant visiblement entraîner par sa propre éloquence, haussant la voix de plus en plus et lançant des coups d'œil ironiques sur le maître de maison, mais il ne parvint pas à finir. Ivan saisit soudain un verre sur la table et, de tout son élan, le jeta sur l'orateur. « Ah, mais c'est bête, enfin !» s'écria ce dernier, bondissant du divan et essayant de se débarrasser avec les doigts des gouttes de thé. « Il se souvient de l'encrier de Luther. Moi, il me prend pour un rêve et, son rêve, il lui envoie des vers à la figure. Une vraie bonne femme. Mais je le soupçonnais bien que tu faisais juste semblant d'avoir bouché les oreilles alors que tu écoutais. » On entendit soudain un coup sonore et insistant sur le cadre de la fenêtre. Ivan Fyodorovitch bondit de son divan. « Tu entends? Tu ferais mieux d'ouvrir !» s'écria l'invité. « C'est ton frère Alyosha, avec une nouvelle des plus inattendues et des plus curieuses. Ça, je t'en réponds. »« Tais-toi, trompeur, je le savais sans toi que c'était Alyosha. Je le pressentais, bien sûr. Il vient pour quelque chose, bien sûr, avec une nouvelle. » s'exclama Ivan dans un état second. « Ouvre donc, ouvre-lui. Il y a la tempête dehors, et c'est ton frère. Monsieur sait-il le temps qu'il fait? C'est à ne pas mettre un chien dehors. » Les coups continuaient. Ivan voulut se précipiter à la fenêtre, mais il y eut soudain quelque chose qui lui sembla lui lier les bras et les jambes. Il essaya de toutes ses forces comme de rompre ses liens, mais en vain. Les coups sur la fenêtre devenaient toujours plus puissants et plus sonores. Soudain, enfin, les liens se rompirent, et Ivan Fyodorovitch bondit de son divan. Il lança un regard frénétique autour de lui. Les 2 bougies avaient quasiment fondu. Le verre qu'il venait juste de jeter contre son hôte était devant lui sur la table, et il n'y avait personne sur le divan d'en face. Les coups sur le cadre de la fenêtre continuaient, certes avec insistance, mais ils étaient loin d'être aussi sonores qu'il venait d'en avoir l'impression à l'instant dans son rêve. Au contraire, ils étaient très retenus. « Ce n'est pas un rêve. Non, je le jure, ce n'était pas un rêve, tout ça vient d'arriver !» s'écria Ivan Fyodorovitch, qui se jeta vers la fenêtre et ouvrit la lucarne. « Alyosha, mais je t'avais dit de pas venir !» cria-t-il fou furieux à son frère. « En 2 mots, qu'est-ce qu'il te faut? En 2 mots, tu entends? » « Smerdiakov s'est pendu il y a 1 heure, » répondit Alyosha de dehors. « Passe par le perron, je t'ouvre tout de suite, » dit Ivan, et il partit ouvrir à Alyosha. Бог есть или нет? Голубчик мой. Я сатана. Сумет нихиль хуманум аме альенум путо. Как? Я сатана, и что человеческое миниатюра. Раньше нет славы, Бог есть или нет? Голубчик